Bien, merci en tout cas d'être présent sur cette conférence sur une thématique qui n'est pas très souvent traitée dans des universités d'été de quelque partie que ce soit, d'ailleurs qui n'est pas souvent traitée politiquement tout court. Ce sera d'ailleurs une part de la discussion et du débat. Et moi, je le fais volontiers à plusieurs titres. Donc, je vous rappelle, hein, Hugo Bernalici, geek de son état, entre autres. J'ai plusieurs cordes à mon arc, mais vraiment, je passe beaucoup trop de temps sur les jeux vidéo et c'est quand même le point de départ de mon entrée dans le domaine. C'est que je suis un pratiquant, hein, un consommateur, gros consommateur, voilà, de très gros consommateur de jeux vidéo, ce qui n'est pas sans poser de problème, évidemment, de sommeil. Comme chacun sait, puisque comme vous me voyez aussi que je suis là pour faire députer, il faut bien qu'à un moment donné, je choisisse les horaires sur lesquels je peux me permettre de jouer. Et comme je me refuse à jouer dans l'hémicycle, parce qu'on les connaît, ouais, il joue sur son téléphone, non, donc ça je ne fais pas. Ok, une fois j'ai joué au Scrabble, c'est vrai, mais voilà, c'était vraiment un débat chiant, donc je plaide. Bon. Oui, il y a des débats chiants à l'Assemblée nationale, des fois, je confirme. Donc moi, j'ai ce point d'entrée-là, et puis quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire sur ce domaine-là? Parce que vous savez qu'à l'Assemblée nationale, vous ne le savez peut-être pas, il y a ce qu'on appelle des groupes d'études, qui sont des groupes affinitaires, où les députés se retrouvent sur des thèmes. Voilà. Par exemple, je suis coprésident du groupe d'études filière brassicole. Ceci est une vraie information. Je ne plaisante pas. Vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale, c'est marqué dessus. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire brassicole, c'est quand on brasse des bières, voilà. Et non pas brasser de l'air, ça n'a rien à voir, même si ça peut être connexe. Non, donc voilà, donc je fais ça. Je suis aussi dans le groupe d'études prison, moins rigolo, évidemment. Et j'ai été dans la mandature précédente, parce que ce groupe s'est créé dans la mandature précédente, vice-président du groupe d'études jeux vidéo. Alors, sachez qu'on a tous une médaille en chocolat à l'Assemblée nationale dans les groupes d'études et qu'il y a un vice-président par groupe politique. Donc, comme vous vous souvenez, on était 17, j'étais vice-président de plein de trucs, sans même le vouloir. Donc, je peux exciper de ce grade de vice-président. Et je le suis à nouveau, vice-président du groupe d'études jeux vidéo à l'Assemblée nationale, qui a tenté d'être liquidé par le vice-président fasciste de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, qui était en charge de réduire le nombre de groupes d'études sous la houlette de la présidente de l'Assemblée nationale en voie de fascisation. Bon, donc, ça c'est pour ceux qui vont regarder la vidéo en ligne, histoire qu'il puisse y avoir 2-3 polémiques. Mais ceci n'a rien à voir avec le jeu vidéo, et très vite, en fait, le groupe a été lancé sous l'impulsion de Denis Masseglia, député macroniste de son coin, aussi geek à ses heures perdues, et il l'a fait notamment pour connecter le lien avec les acteurs et actrices. Mais en fait, c'est beaucoup des acteurs, même si on a trouvé une salariée femme, mais franchement, on a dû chercher longtemps, et vous comprendrez pourquoi, ça fait aussi partie du débat de cette conférence. Sur la question du jeu vidéo, donc le syndicat national des jeux vidéo, le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels libres, qui pèse encore plus lourd que le syndicat national du jeu vidéo, le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, on va parler puisque nous en avons une représentante à cette tribune. Et puis vous vous souvenez peut-être que Jean-Luc Mélenchon avait lui-même pris la parole à un moment donné de la présidentielle, déjà en 2017, pas en 2022, sur la question du jeu vidéo dans le débat public. Et plaidant pour qu'il y ait une structure similaire au Centre national du cinéma qui soit créé, c'est-à-dire un Centre national du jeu vidéo. On y reviendra aussi parce que ça fait partie de l'écosystème du jeu vidéo. Bon. Les macronistes l'ont fait dans une vision assez, comment dirais-je, patronale, finalement, sans trop de surprise du jeu vidéo, mais ça avait eu le mérite de mettre le pied dedans. Il y avait eu préalablement un gros débat et un travail qui avait été fait par le Sénat cette fois-ci. Et oui, il y a même des geeks au Sénat, enfin je crois. Peut-être, je ne sais pas en fait. Mais en tout cas, ils avaient fait un travail sur une loi pour encadrer l'e-sport, sur la base d'un rapport qui avait été rendu, et c'est à peu près tout, je crois, qu'il y a là-dessus. Et sinon, parfois, dans le budget, on se perd à discuter d'un énième crédit d'impôt. Et oui, parce qu'il y a un crédit d'impôt jeux vidéo, puisque comme ils ont une vision patronale, comme je vous l'ai dit, évidemment, le premier truc auquel ils pensent, à part les numéros verts, ce sont les crédits d'impôt. Donc, le jeu vidéo s'invite parfois dans le débat public,
dans le débat politique, parce que dans le débat public, en fait, il y a tellement de consommatrices et de consommateurs de jeux vidéo qu'il est omniprésent en réalité. Confère l'audience que nous avons excellente sur Twitch, évidemment sur ma chaîne mais aussi sur les autres chaînes, parce que ça fait longtemps que des gens consomment aussi du spectacle de jeux vidéo en tant que tel et qui passe globalement sous les radars des politiques publiques et des politiques tout court. Mais la dernière fois que le jeu vidéo s'est réinvité au premier plan, c'est grâce à Emmanuel Macron, notre honorable monarque suprême, qui s'est dit que peut-être s'il y avait eu des révoltes dans les quartiers populaires, c'était sans doute la faute des parents, c'est sûr, ça, évidemment, mais aussi des jeux vidéo. Voilà. Donc là, on a fait qu'est-ce qu'il raconte le monsieur? C'est la faute des jeux vidéo. Bon, alors c'est un truc qui revient régulièrement et on va en discuter. Ça fait aussi, je vous dresse les éléments de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. On a comme ça, vous savez, quand il y a des fusillades aux États-Unis, des tueries de masse dans un lycée, c'est parce que la personne jouait aux jeux vidéo. Et si elle ne jouait pas aux jeux vidéo, ce qui arrive quand même rarement, parce que beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo, elle faisait des jeux de rôle. Genre des jeux de rôle avec un livre, des dés, genre Donjons et Dragons, quoi. Et je rigole pas, hein, c'est ce qu'ils disent d'habitude. Et alors, je vais vous dire un autre truc. J'ai été maître du jeu de jeux de rôle. Donc si à un moment donné vous me voyez devenir violent, c'est normal. C'est absolument normal. Et j'ai même joué à GTA, donc c'est vous dire le summum de la violence. Donc c'est rentré par là, mais en plaisantant moins, Emmanuel Macron a fait aussi en fin de campagne présidentielle un beau selfie avec tout un tas de patrons du jeu vidéo. Voilà, vous pouvez le retrouver aussi sur Internet. C'est une manière pour lui de faire campagne. Et il s'était illustré aussi en vantant les succès de la Carmine Corp dans la Ligue, dans une des saisons du championnat français de League of Legends. Pour ceux qui comprennent rien à ce que je raconte, tant pis pour vous. Pour les autres, voilà, vous aurez compris. C'était un jeu vidéo qui est joué massivement en ligne et qui fait... Comment ? Oui, et qui en réalité brasse pas mal d'argent aussi, et une grosse compétition qui a beaucoup de visibilité sur un jeu en ligne. Voilà, comme ça vous savez de quoi à peu près on parle. Et c'était le moment où il faisait des trucs avec des youtubeurs, il voulait draguer un peu les jeunes et tout, donc il trouvé que c'était bien de faire un tweet là-dessus. Moi, j'avais suivi la saison comme un porc. C'est pas cette saison-là, je l'avais suivi, c'était trop bien. Bref, et j'avais trouvé trop bien que notre président fasse un tweet sur le League of Legends. Donc c'est comme ça que le jeu vidéo en fait passe par là à l'Assemblée nationale dans le débat politique. Donc c'est quand même assez pauvre. Et la question est revenue parce que Jean-Luc a quand même dit plusieurs fois, et ça va être une partie de notre... Je vais lancer comme ça le débat avant de présenter nos invités, en disant voilà, le jeu vidéo est un art total. Un peu comme pour faire un pied de nez à l'image, le dénigrement habituel qu'on a sur les jeux vidéo, en disant de toute façon le jeu vidéo c'est un truc au mieux récréatif, sinon régressif, quoi. Hein. Voilà, ça abrutit notre jeunesse, les gens, et donc il y a ce contre-pied qui est pris parce que le jeu vidéo fait appel à tout un tas d'arts, mais ça je laisserai nos invités le dire. Et puis il avait aussi plaidé pour cette création du Centre national du jeu vidéo, parce que la question de la production est extrêmement importante dans notre pays. C'est un secteur qui, j'ai fait les calculs parce que j'ai regardé le baromètre du SNJV 2021, je n'ai pas trouvé le 2022, mais bon, ça ne devrait pas tarder à tomber, qui ne dit pas combien de personnes travaillent dans le secteur du jeu vidéo, jamais, à aucun moment, alors qu'il y a une page emploi dans le document. Il vous dit combien il y a de personnes en moyenne par studio, combien il y a de studios, donc t'es pas plus bête qu'un autre, j'ai fait une multiplication. Voilà, j'ai pris le nombre moyen, ce genre, donc en gros ça tombe sur 17 000 personnes qui gravitent autour du secteur du jeu vidéo. Et en fait ils ne savent pas être très précis parce qu'il y a un petit sujet de précarité, évidemment. Donc c'est difficile de compter les précaires, vu qu'on les prend, on les jette, il y en a d'autres, on ne sait pas trop, c'est un peu compliqué. Mais ça, je laisserai notre intervenant développer là-dessus. Donc l'idée, c'est de questionner d'abord cette histoire d'art,
Est-ce que le jeu vidéo est un art? Est-ce que c'est un art total? Est-ce que c'est finalement intéressant de se dire que c'est un art ou pas un art? Est-ce que c'est opérationnel et opérant comme grille de lecture et d'analyse? Moi, je le vois opérant d'un point de vue politique pour enfoncer une porte. Hein, c'est ce qu'on a tenté de faire là-dessus, pour essayer de désenclaver tous ceux qui jouent aux jeux vidéo et qui ne sont pas des gens régressifs, même si moi, je peux avoir des côtés régressifs comme tout le monde, évidemment. Et donc, pour en parler aujourd'hui, j'ai à mes côtés Macheg. Alors, ce n'est pas son vrai nom, je le précise, mais c'est un pseudonyme, et ça a un rapport, Cheg, avec un révolutionnaire cubain. Bon, je vous laisse trouver, vous débrouillez. Et qui est donc productrice de jeux vidéo dans une boîte indépendante. Et donc ça, c'est son travail, son métier. Mais elle est surtout ici aussi représentante du syndicat des travailleurs du jeu vidéo, qui est un jeune syndicat, et le seul syndicat des travailleurs du jeu vidéo. Je vous laisserai aussi en faire la présentation, parce que cette petite histoire est aussi intéressante et a un parcours un peu atypique. Enfin, en tout cas dans l'idée qu'on peut se faire des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, puisqu'elle a fait Sciences Po, Sciences Po, et a été diplomate. Désolé pour les camarades qui ont pu faire cette brillante et éminente école, évidemment. Donc ça, c'est pour Macheg. Je suis un peu taquin, je suis désolé, mais ça permet d'attenir l'attention, parce qu'on est aussi dans l'économie de l'attention, hein, comme vous le savez. Et donc nous allons jouer ensemble aujourd'hui. Et donc Thomas Morisset, qui est à mes côtés, et qui lui est quelqu'un de beaucoup plus intelligent que nous, puisqu'il est maître de conférences en philosophie en plus, donc c'est vous dire. Et surtout, sa spécialité, c'est d'avoir réfléchi sur le jeu vidéo et sur l'impact que ça a, et de savoir si c'était un art ou pas. C'est là-dessus qu'il a cherché. Donc ça tombe bien pour l'objet de notre conférence, c'est pile dans le thème. Et il va bientôt sortir un livre qui s'appelle « Du beau jeu », sur ces questions du jeu vidéo et de rapport à l'art. Et donc je vais commencer par lui céder la parole en disant: est-ce que le jeu vidéo est un art total, Monsieur Morisset? Merci beaucoup, et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, dans ma tête, je ne me suis pas vraiment demandé si c'est un art ou pas, parce que c'est une question qui, pour des raisons, on va dire, philosophiques, j'ai un petit peu évacué, mais je pense qu'on reviendra là-dessus. Alors, pour répondre à la question qui m'est posée ici, est-ce que c'est un art total? En fait, j'avoue que j'ai un petit problème avec le vocable d'art total pour une raison. Le vocable d'art total, au départ, c'est quelque chose qui va être lié à l'opéra de Wagner. Donc, avec cette idée que sur une scène, on va avoir des décors, de la musique, de l'histoire, etc. Donc, après tout, pourquoi pas importer ça dans le jeu? Mais il y a un souci pour moi avec le concept d'art total, c'est que ça voudrait dire que les jeux vidéo, pour avoir, on va dire, un effet artistique sur nous, devraient absolument mélanger plusieurs choses. Devraient mélanger de l'audio, du visuel, du tactile, avec vos manettes qui vibrent, notamment. Et oui, on connaît tous on connaît tous le truc sur Rez, sorti uniquement au Japon. Le Dream Controller, je crois qu'ils appelaient ça. Bref, vous chercherez. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que plutôt que parler d'art total, et comme s'il y avait un effet des jeux vidéo qui serait global, il faut voir qu'on est sur des productions qui est très hétérogènes. Par exemple, il ne faut pas oublier que, tu as mentionné les jeux de rôle, une grande partie de la production vidéoludique des années 70, même encore aujourd'hui, ce sont des jeux en mode texte. C'est-à-dire, c'est les livres dont vous êtes le héros, sauf que c'est l'ordinateur qui vous donne des choix, etc. Et que, justement, là-dessus, parfois, il y a des illustrations, mais c'est pas obligé. Parfois, il y a un peu de musique, mais c'est la musique d'ambiance, et encore, c'est pas fou. Mais en fait, ça, c'est aussi des jeux vidéo. Et c'est pas des jeux vidéo moins bons que d'autres, c'est des jeux vidéo qui choisissent d'être extrêmement dépouillés du point de vue audiovisuel et qui ont une pertinence aujourd'hui. Par exemple, on peut penser qu'il y a le jeu Depression Quest de Zoe Quinn, dont on reparlera très vraisemblablement tout à l'heure. C'est un jeu en mode texte sur ce que c'est que de vivre une dépression, avec un usage très très intelligent des choix multiples. Parce que notamment quand on est trop déprimé, on a des choix barrés. On voit le choix, mais comme on est trop déprimé, on n'arrive pas à s'en sortir.
ce qui est, je trouve, une très bonne manière de simuler justement cet état de détresse. Donc, déjà, je pense que plutôt que d'aller tout de suite vers l'art total, il faut déjà voir que les jeux vidéo sont extrêmement hétérogènes dans les contenus audiovisuels, et néanmoins, ce qui permet quand même de poser la question, bon, est-ce qu'il y a quand même un effet des jeux vidéo qu'on pourrait voir à l'œuvre dans tous les jeux vidéo? Ça, ça va être une des questions de base. Et là-dessus, peut-être pour rebondir aussi sur cette question de l'art total, il faut voir très rapidement que, d'un point de vue philosophique, le terme d'art, il ne faut pas confondre deux sens du terme. De prime abord, il y a le sens qu'on va dire hérité de la Grèce antique, qui va être l'art comme technique, comme on va dire une certaine technique qui a des règles et qui développe un savoir-faire. Et comme ça, on peut parler d'un art médical, de l'art de l'ébéniste, etc. Et à l'intérieur de ces différents arts, il y a une famille qui va être, on va dire, les arts comme la littérature, comme les jeux vidéo, ce que je pense, qui vont, du coup, principalement, travailler, on va dire, nos représentations sensibles, nous donner à éprouver des nouvelles choses. Et là, moi, ce qui me semble important, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que le jeu vidéo nous fait éprouver des choses nouvelles que d'autres médiums ne nous feraient pas éprouver. Ça, c'est une première direction pour comprendre ce que c'est que l'art. Et la deuxième direction, qui est un petit peu sous-jacente dans l'idée d'art total, c'est l'idée de l'art comme les beaux-arts. Et ce qu'il faut voir, c'est que l'idée qu'il existe des beaux-arts, traditionnellement la peinture, la sculpture, la musique, etc., pas la danse. La danse, ça a toujours été un truc un peu bizarre dans les classifications philosophiques. C'est que donc, les beaux-arts s'opposent aux arts, voilà, à l'artisanat. Et cette idée qu'il existe des beaux-arts, c'est une idée qui est extrêmement récente dans l'histoire de la pensée. Ça arrive 17e, 18e siècle, principalement. Et c'est-à-dire que voilà, c'est une idée qui est historiquement construite, qui va être liée beaucoup à l'idée qu'il y a certaines techniques qui auraient, on va dire, un pouvoir spirituel plus fort que d'autres, et qui seraient intrinsèquement meilleurs que d'autres. Donc la question pourrait être de ce point de vue-là, les jeux vidéo font-ils partie des beaux-arts? Je vous avoue que, très sincèrement, pour moi, c'est mal posé la question. En vrai, Tetris, c'est pas ouf, quoi. Tu vois, genre, en termes de beauté, c'est pas... Alors, là, par contre, tu introduis la notion de beauté, ce qui pose d'autres soucis. Oui, parce que l'art est-il censé être toujours beau? Vous avez 4 heures, c'était un piège. Bien, vous repassez votre bac. Kant a donné quelques éléments de réponse à ce sujet dans un livre, d'ailleurs, il me semble. La critique de la faculté de juger, par exemple. Alors, Tetris... Alors déjà, il faut dissocier la question du beau et de l'art. Parce que, par exemple, Fontaine, attribué à Marcel Duchamp, donc vous savez, l'urinoir qu'on a posé, c'est pas beau, c'est de l'art. C'est de l'art parce que c'est inclus dans les livres d'art, ça dit quelque chose de l'art, mais ça n'est pas fondamentalement beau, même ça cherche à ne pas l'être. Et si on revoit vers Victor Hugo aussi, on sait que les romantiques, par exemple, ont beaucoup travaillé vers le laid, le grotesque, etc. Donc, maintenant, Tetris est-il beau? Alors, il est clair que, d'un point de vue visuel, Tetris, c'est pas ouf. Mais par contre, Tetris, c'est quoi? C'est 87, la première version, quelque chose comme ça? Donc, on est quand même 35 ans plus tard, on y joue encore. On y joue encore. Eh ouais. Et du coup, on pourrait se dire, mais alors, pourquoi est-ce qu'on joue encore à Tetris? Est-ce que c'est parce qu'on est tous des enfants attardés? Ou est-ce que, peut-être que, comme ça a encore du sens pour nous de regarder, je ne sais pas, du Georges Méliès, voilà, le cinéma de Georges Méliès est daté, mais ça reste intéressant quand on s'intéresse un peu au cinéma. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un répertoire vidéoludique et des classiques, le premier Super Mario, le premier Tetris, dans lequel on va trouver quand même quelque chose, un intérêt sensible
qui fait qu'il y a un patrimoine à conserver. Et après, est-ce que ça c'est une première chose, et maintenant est-ce que ça on peut l'appeler beauté? Si tu ne m'interromps pas avec une autre question, je vais partir très longtemps. Ok, je t'interromps une autre question. Je vais d'ailleurs passer la parole à Macheik, parce que la question peut aussi se poser côté production. Vu que tu es productrice, tu ne fais que travailler avec des artistes, je pense, vu que la question se pose de cette manière-là. Je fais le contre-pied, je sais à peu près ce que tu vas répondre. Oui, spoiler alerte, je sais ce qu'ils vont dire à peu près. Mais surtout, je voulais faire une petite incise. J'ai oublié de vous dire un élément extrêmement important. Quand je fais des conférences, ceux qui me connaissent depuis plusieurs années, je fais un petit truc pour les questions du public, c'est qu'il n'y a pas de questions du public avec le micro, on fait circuler des petits papiers, ils sont là, il y a Solène qui est là-bas pour vous ramasser les petits papiers, vous pouvez les faire remonter, comme ça nourrit la réflexion et les questions que je pose à nos intervenants au fur et à mesure de la conférence. Ça tombe bien que je vous le dise que maintenant, parce que ça vous donne des idées, vu que vous venez de les entendre, enfin vous venez au moins d'entendre Thomas, et ça leur laisse un maximum de temps, eux, pour parler, parce qu'ils sont venus aussi pour ça, et c'est important. Voilà, c'est parce que c'est asymétrique comme position, vous et nous, mais en tout cas c'est important que vous puissiez fonctionner de la sorte et qu'eux puissent avoir un maximum de temps de parole. Donc je m'arrête tout de suite, j'ai plus rien à dire. Est-ce que tu ne travailles qu'avec des artistes? Alors, je ne travaille pas que avec des artistes, mais effectivement, la question de le jeu vidéo est-il de l'art, c'est une question qu'on connaît très bien, surtout quand on travaille ou qu'on s'intéresse aux jeux vidéo. C'est des débats que, honnêtement, on a déjà eu 1000 fois, à base de oui, mais si c'est commercial, est-ce que c'est toujours de l'art? Donc, ces débats-là, oui, effectivement, on les connaît très bien. Et moi, donc, je vais sûrement avoir une perspective qui va moins se placer du côté réception par les joueurs et qui va plutôt être côté production. Puisque, est-ce qu'on peut effectivement s'amuser à mesurer combien de cases le jeu vidéo va cocher pour pouvoir être qualifié d'art total? Mais effectivement, nous, on a, enfin, quand je dis nous, je parle des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, on a des réalités très concrètes derrière les abus que peut représenter le fait de vouloir attribuer au jeu vidéo le statut d'art en le mettant sur un piédestal. Et effectivement, ces réalités concrètes, je suis très heureuse de pouvoir les partager ici. C'est des questions qui nous intéressent beaucoup au syndicat, ce qui me permet de faire une petite digression pour présenter le STJV. Donc le STJV, c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. On est un syndicat assez jeune, on date de 2017. Et en fait, il s'est formé parce que, tout simplement, le jeu vidéo, c'était un désert syndical. Il y avait quelques studios où il y avait des gens qui étaient à la CGT, à Solidaire, etc. Mais c'était vraiment la minorité. Et en fait, des développeurs et développeuses se retrouvaient régulièrement au bar, pour ne rien vous cacher, pour parler de leurs conditions de travail. Et au bout d'un moment, ils se sont dit « Hey, si on faisait un syndicat ?» Et en fait, quand ils sont allés voir les grandes centrales, ils se sont rendus compte du débat qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir que tout le monde les mettait dans l'informatique. Et en fait, dans le jeu vidéo, il n'y a pas que des gens qui travaillent dans l'informatique. Donc on a décidé de créer un syndicat indépendant. Est-ce que tu pourras nous dire, genre vite fait, la palette, ouais. Alors, que les gens se rendent bien compte ouais, alors si je vous donne des métiers comme concept artist, level designer, game designer, producer, normalement ça ne vous parle pas du tout. Attends, parce que moi j'ai un anglais approximatif. Si c'est quoi là? Exactement, voilà le problème. En fait, les métiers du jeu vidéo, les gens les connaissent mal. Et ils ne savent pas du tout quelle réalité il y a derrière. Et ça, cette espèce de flou de c'est qui sont les travailleurs et les travailleuses du jeu vidéo, ils bénéficient à qui? À nos patrons, les directeurs créatifs. Voilà. Donc c'est quelque chose qui leur permet à la fois d'entretenir le flou quant à nos fiches de poste. Bah oui, puisque du coup, mais game designer, tu sais pas ce que c'est, mais si c'est quelqu'un qui rapporte les cafés, allez, vas-y. Donc évidemment, c'est pas ça du tout, ça leur permet de nous faire gober un peu n'importe quoi, puisqu'il n'y a pas de référentiel et que tous les métiers que je vous ai cités, ils n'ont aucune existence, à la fois dans l'esprit du grand public et juridiquement, légalement. Donc vous ne les trouverez pas dans le Code du travail, vous ne trouverez aucune convention collective qui fait mention de ces métiers, et ça permet de faire naître des abus dans les conditions de travail, évidemment, mais aussi dans la position de nos patrons qui peuvent se positionner, et là on revient à ce dont parlait Thomas, comme les seuls visionnaires et grands auteurs du jeu vidéo, en se comparant évidemment aux grands noms du cinéma, etc. Et nos patrons, la réalité, c'est qu'ils ne ressemblent pas vraiment à ça. Alors, je vais vous épargner d'aller voir le selfie d'Emmanuel Macron et vous décrire à quoi ressemble un patron de jeu vidéo. Alors, évidemment, c'est un homme, souvent quinquagénaire, évidemment toujours blanc,
et qui, voilà, il a un peu d'argent de côté, il a un gros carnet d'adresses, et il vient souvent de l'animation, du cinéma ou de l'informatique, et il a envie de révolutionner le jeu vidéo. Non, vraiment, c'est un grand visionnaire, il veut donner ses lettres de noblesse au film interactif, ça on l'a entendu 1000 fois, oui. Ça fait rire Thomas, quand on travaille dans le jeu vidéo, ça fait rire le film interactif, genre ça peut pas marcher. Bref, donc ils veulent faire ça, ils arrivent, et quand on travaille avec eux, on se rend compte qu'ils connaissent absolument pas les moindres bases du game design, et qu'ils pourraient pas définir ce qu'est une mécanique de jeu, même si leur vie en dépendait. Oui, alors attends, Maché, je me permets, parce que depuis tout à l'heure, tu n'as toujours pas dit ce qu'était le game design. Le game design, c'est la science du jeu vidéo. Lorsque, pour prendre le jeu de société, qui est souvent plus connu, par exemple, qui est peut-être aussi un art. Je joue beaucoup trop aux jeux de société aussi, c'est insupportable. Le game designer, dans un jeu de société, comme dans un jeu vidéo, c'est la personne qui va créer les règles du jeu et qui va créer les mécaniques de jeu qui vont faire que lorsque vous jouerez au jeu, vous allez vous amuser. C'est-à-dire, c'est la personne qui est responsable des spécificités propres au jeu vidéo, à savoir la dimension ludique et interactive. C'est vraiment les spécificités propres qui sont justement pas prises en compte quand on a des personnes qui sont de très bonne volonté et qui veulent défendre le jeu vidéo et qui disent « mais si, le jeu vidéo c'est un art » et qui vont le comparer à d'autres formes d'art qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Alors oui, ça se comprend, c'est explicable, parce que quand on a déjà tenu une manette, et je pense que c'est valable pour tous ceux qui, je suis souris clavier. qui sont potentiellement dans la salle, oui, quand on a déjà tenu une manette, on a déjà été confronté à des remarques condescendantes et des regards désapprobateurs lorsqu'on dit qu'on préfère jouer à Minecraft que lire la Pléiade ou la Bibliothèque verte. Donc c'est normal de vouloir défendre le jeu vidéo. Sauf que souvent, on va utiliser des méthodes qui ne sont pas forcément les bonnes. À savoir, on va vouloir les comparer aux beaux-arts, qui, eux, sont jugés légitimes et sérieux, comme si le jeu vidéo, en lui-même, il ne suffisait pas, c'était pas suffisant pour être un art en tant que tel. Et ça a des conséquences très, très concrètes pour les personnes qui travaillent dans le jeu vidéo. Et je peux m'arrêter là si tu veux. T'as des questions ? Je sentais une réaction à ma gauche. Ouais, il y a tellement de trucs auxquels je pourrais rebondir. Mais là, effectivement, on arrive à une question qui est importante, c'est-à-dire à quoi ça sert cette question philosophique ? Est-ce que le jeu vidéo, c'est de l'art ou pas ? Mais comme tu l'as très bien dit, il y a un moment, il y a des gens qui vont préférer jouer à Minecraft que lire un livre. C'est-à-dire que, et c'est là qu'il faut se rappeler que se cultiver, c'est-à-dire augmenter ses facultés humaines d'une manière justement la plus humaine possible, c'est toujours une sélection. C'est-à-dire que, sans parler de la sélection d'une culture légitime et une culture qui ne serait pas, qui serait à un niveau plus global, il y a un moment, là on a de la littérature, du ciné, des jeux vidéo. Qu'est-ce qui fait culture ? Et qu'est-ce qui va justifier que je peux préférer me cultiver en jouant à un jeu vidéo plutôt qu'effectivement en lisant de la littérature ou en regardant un film. Et c'est vraiment pour essayer de comprendre ça, qu'est-ce qui fait culture dans les jeux vidéo, que la question de la spécificité des jeux vidéo, et pourquoi est-ce que c'est important de la penser à la fois à un niveau philosophique dans la réception, mais aussi à un niveau en pratique dans la production, est vraiment importante. Et là-dessus, alors, pour juste un tout petit peu compléter le portrait qu'elle a fait des patrons, qui est globalement très juste. Il ressemble globalement aux autres patrons. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas... Mais, non, enfin, je veux dire, je me permets que... Bon. Il faut voir aussi que, quand même, dans les jeux vidéo, peut-être ceux qui n'ont pas trop l'habitude de jouer voient, on va dire, les grosses productions, ce qu'on va appeler le mainstream ou le triple A. Mais derrière ces productions, il y a aussi une scène qu'on va appeler indépendante, et qui globalement, pour le dire très vite, a commencé à émerger au milieu des années 2010, pour différentes raisons. C'est la première, vers 2010, les gens qui ont toujours grandi avec les jeux vidéo, ils ont 25 ans, ils ont fini leurs études, ils peuvent créer leur studio. Il y a la dématérialisation, le fait qu'on puisse proposer le téléchargement légal de jeux, ce qui permet de réduire les coûts de production, et donc de proposer aussi des expériences plus intimistes, plus courtes, des jeux qui durent 3-4 heures. Mais c'est vrai que cette génération, dont on retient quelques noms, je pense à Jonathan Blow, ou Blow qui a fait Braid, Blow, ou Macmillan par exemple,
ça va être aussi effectivement des gens qui vont vraiment reprendre, un peu comme l'a fait la nouvelle vague de cinéma dans les années 50, la posture de l'auteur. Non, nous sommes des auteurs, souvent des hommes, donc on va dire auteurs, mais il y a bien sûr quelques autrices, comme Zoe Quinn, et avec l'idée qu'il y a une idée directrice, que le jeu vidéo, c'est sérieux, donc ça a un message, alors qu'on va voir que dire que l'œuvre d'art, c'est ce qui a un message, c'est une définition qui, à mon avis, marche pas extrêmement bien, et surtout qui va reproduire des schémas qui sont liés justement aux beaux-arts, puisque Kant, comme tu le disais, et va justement définir les beaux-arts comme les arts du génie, c'est-à-dire de l'individu qui, par une certaine force créatrice, a une création qu'on va qualifier de géniale. Et donc c'est vrai que le surhomme nietzschéen, c'est ça? Alors, je fais mon malin, je suis désolé. Hein, j'ai suivi 2-3 cours de philo et les idées restent. Là, c'est 100 ans plus tard, et pour le coup, Nietzsche, sur le point de vue de l'art, Nietzsche fait un assez gros contresens sur Kant, et bon, c'est deux choses assez différentes. Donc restons kantiens, peut-être plus ou moins. Et donc du coup, je disais, oui. Non. Il y avait une question en fait qui relie à ce que tu étais en train de dire sur le cinéma d'auteur et que du coup il y avait un jeu vidéo d'auteur qu'on voulait faire passer un message. Il y avait une question que quelqu'un demandait finalement, est-ce que c'est le cinéma d'animation qui connaît, c'est comme le cinéma d'animation, on pourrait faire le même parallèle, cinéma qui est du cinéma d'animation et du coup ah oui, le côté interaction, ouais, c'est moi qui pose les questions, c'est vous qui donnez les réponses, hein, vous débrouillez. Alors, je connais très mal le cinéma d'animation, mais ça parle. Genre Shrek. Tu connais Shrek, quand même. J'étais plutôt Disney dans mon enfance, j'avoue. Mais bon, j'ai pas travaillé sur l'animation. Mais par contre, il y a quelque chose qui est un peu intéressant, c'est-à-dire que pour essayer de contrebalancer le portrait effectivement très, très noir, on voit quand même aussi émerger des identités plus collectives. C'est-à-dire qu'il y a quand même certains studios qui, en tant qu'entité collective, ont une patte. Bon, je pense dans le milieu indépendant, je pense à... Tu parles du jeu Stray. Les jeux qui ont une patte, parce que c'est un jeu avec un chat. Avec un chat, ouais. Enfin, faut vraiment connaître là, hein, faut vraiment être dedans. Alors, jeu qui a été primé, jeu indé, donc on est typiquement dans le cas de figure par exemple. Je pensais plutôt aux Italiens de Santa Ragione, qui ont vraiment un collectif de 3 qui ont vraiment un style de développement assez intéressant. La Deconstruct Team aussi. Qui font plutôt des jeux extrêmement narratifs. Donc, il existe quand même des modèles un peu plus alternatifs et qui ressemblent peut-être à ce que peuvent être les studios d'animation, où il y a une transmission d'un savoir-faire, qui peut être effectivement une espèce de modèle d'un travail qui est collectif et qui effectivement ne se réduit pas à quelques individualités, parfois effectivement pas très bienveillantes avec le jeu vidéo. Je citerai, on en discutait un peu avant la discussion, de Fahrenheit, de Quantic Dreams, qui est un jeu qui s'ouvre par un tutoriel où on a David Cage, donc directeur créatif, il dit « Bonjour, je suis David Cage !» donc, avec son modèle en 3D, hein, donc déjà le melon du type. Avec « Bonjour, et je suis le réalisateur de ce film !» Mais attends, je suis dans un film ou dans un jeu Et on voit et d'ailleurs, il y a quelques passages dans le jeu où on voit qu'il n'y a pas beaucoup de bienveillance par rapport aux jeux vidéo, parce qu'effectivement, ça a vraiment été une stratégie, à un moment, de se réclamer du cinéma interactif, avec des enjeux de légitimation, mais au prix d'un espèce d'écrasement de ce qui fait parfois la spécificité du médium. Et en même temps, Echeg, Quantic, qui fait des jeux dits narratifs, donc du cinéma interactif, comme diraient les gens comme David Cage, utilise des acteurs avec des combinaisons qui sont reproduits en 3D, donc avec des gens qui sont pris sous des statuts, qui sont ceux de comédiens, et qui manient plusieurs conventions collectives. Bon, ça a un intérêt, ça, d'un point de vue juste pognon? Alors, je comptais en parler un peu plus tard, mais effectivement, dans le jeu vidéo, on a une espèce de précarité qui se retrouve dans les autres métiers artistiques, dans les autres filières artistiques. Donc, je vais essayer de répondre rapidement. En fait, nous, dans le jeu vidéo, on n'a pas droit à tout ce qui fait que si on était vraiment des artistes, vraiment reconnus en tant que tels, on aurait certains dispositifs qui sont accordés aux artistes, mais qui n'existent pas dans le jeu vidéo. Je pense notamment aux droits d'auteur, par exemple, à tout ce qui va être reconnaissance juridique et propriété intellectuelle. Nous, on n'a absolument pas droit à tout ça.
Les auteurs-compositeurs, les peintres, bon, en tout cas jusqu'à présent, parce qu'avec l'arrivée de l'IA, ça commence à sentir le roussi, mais c'est un autre débat. Nous, on n'a pas les dispositifs qui nous permettent que l'œuvre d'art à laquelle on contribue soit reconnue. Puisque les super patrons dont je vous parlais, la réalité derrière, et ce qui me permet de répondre à 2 questions qui ont été posées, est-ce que nous, on a notre mot à dire sur ce qu'il y a dans les contenus des jeux, notamment tout ce qui va être comportement très addictif? Pas vraiment. Puisque derrière les super patrons, grands visionnaires, auteurs, compositeurs qui se réclament de la nouvelle vague du jeu vidéo, il y a souvent des réalités très mercantiles à base de NFT, de microtransactions et de taux de rétention des joueurs. Et tout ça, bizarrement, ça vient pas de nous. Le contenu, ça vient pas des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, rarement. Le contenu des gens en eux-mêmes et puis la vision du monde qu'ils propagent, on a rarement notre mot à dire dessus et certainement pas sur le modèle économique. Donc tout ce qui est addiction, c'est ambivalent. D'un côté, c'est spécifique au média jeu vidéo qui est un média interactif, donc immersif et ludique. Donc le but, c'est de vous amuser et quand on s'amuse, on continue. Donc voilà, oui, ça fait partie du jeu vidéo de vous retenir. C'est un truc qui vous retient autant qu'un jeu de société, par exemple. Mais tout ce qui va être mécanique de rétention, d'addiction, de dépenser votre argent dedans, ça vient pas vraiment des personnes qui conçoivent les jeux, ça vient des gens qui prennent des décisions bien mercantiles derrière. Et cette culture Startup Nation, c'est notre spécificité à nous par rapport aux autres formes d'art que citait Hugo, à savoir les comédiens, les auteurs, compositeurs, tout ça. Eux, ils ont le statut d'intermittent du spectacle qui pose un certain nombre de difficultés. Nous, il existe très peu dans le jeu vidéo, mais on a la culture Startup Nation. Là, vous la connaissez très bien. Elle est à base de turnover, de stages, d'intensification des stages, d'instabilité de l'emploi. Donc ça, c'est notre spécificité à nous. Nous, on a cette culture-là qui, et là, ça pourra permettre aussi à Thomas d'intervenir, j'imagine, est aussi à base de remarques graveleuses, de blagues très malvenues et de gestes déplacés, de culture boys club, à base de « oui, mais on est tous une grande famille, on est tous entre potes, le jeu vidéo c'est cool, rien n'est grave ». Et oui, qui est-ce qui les subit de plein fouet? Et ça va être les minorités de genre, ça va être les personnes non blanches et ça va être les personnes handicapées. Donc oui, ça c'est notre petite spécificité, surtout qu'on a dans le jeu vidéo, ça va être cette culture-là. Et je crois que Thomas, tu voulais en dire un peu. Oui, parce que moi, je veux aussi mettre mon petit grain de sel dans la discussion. Est-ce que finalement, la question de la poule et de l'œuf, est-ce que le jeu vidéo n'est que le reflet de la société et des contradictions qui la traversent, ou est-ce que ça peut être aussi un outil de propagande en tant que tel? Je sais, je suis pénible avec mes questions. Je suis vraiment désolé. Mais par exemple, dans Counter-Strike, qui est quand même très joué, Counter-Strike, un jeu de tir à la première personne, vous avez les anti-terroristes qui sont d'ailleurs avec des cagoules, on ne sait pas qui c'est derrière, mais ils ont quand même l'air blancs globalement, et vous avez les méchants terroristes qui quand même ressemblent vachement à des Arabes avec des Kalachnikov. Ça traduit quand même une vision du monde un peu particulière, et notamment dans les jeux dits de guerre, on est quand même sur des scénarios qui peuvent questionner à tout le moins sur la géopolitique que cela représente. Alors, débrouille-toi avec ça. Ah ouais, merci, c'est facile. Non, là ce qu'il faut voir, c'est que les jeux vidéo, finalement, comme toute création culturelle, sont pas créés de rien, donc forcément elles vont styliser et reprendre certains aspects du monde avec des représentations. Là, ce que tu parles, c'est donc des représentations, pour le coup, effectivement, assez stéréotypées. Toute la question étant effectivement de savoir si ces représentations, est-ce qu'elles vont être néfastes ou est-ce qu'elles sont innocentes? Et là, c'est un peu un des problèmes les plus centraux de la philo de l'art, c'est finalement quel effet les arts ont sur nous. Effectivement, qu'est-ce que ça fait d'être exposé à des représentations en permanence ou juste une fois? C'est-à-dire que la plupart des paniques morales qu'on a évoquées au début, comme par exemple « Oh mon Dieu, le tireur de Columbine, il est joué à Quake » ou à Quake. Non, c'est-à-dire que l'idée effectivement qu'on joue une fois à un truc et on joue une fois à GTA et on va sortir la calage dans la rue, ça ne fonctionne pas.
En revanche, effectivement... Parce que dit à l'inverse, si tous les gens qui jouent à GTA... Bon, on aurait 2-3 problèmes. Si tous les gens qui jouent à GTA sont avec des calages dans la rue. En revanche, par contre, l'idée selon laquelle si on est toujours exposé, on va dire, à des représentations en permanence, et surtout à des représentations qui ont l'air innocentes parce qu'elles ne sont pas remarquées, là, ça peut être effectivement être pervasif. Il y a un exemple que je prends souvent en cours quand je fais la poétique d'Aristote. Oui, on va parler d'Aristote un tout petit peu. C'est que Aristote dit texto dans la poétique que ce n'est absolument pas... Il faut faire attention, donc poétique, où il explique aux gens comment on écrit une bonne pièce de théâtre. Il dit, attendez, il faut faire hyper attention, il ne faut surtout pas qu'il y ait une femme trop intelligente sur scène, parce que c'est invraisemblable. Alors, Aristote étant, même dans l'Antiquité, connu pour sa misogynie. Mais en fait, pourquoi il dit ça? C'est parce qu'effectivement, lui, le vraisemblable, ça lui semble que les femmes sont plus stupides que les hommes. Il a dépensé beaucoup d'énergie théorique à le montrer. Mais effectivement, en même temps, on voit bien le problème, c'est que si les femmes voient en permanence, de manière non interrogée, des représentations dans lesquelles elles sont stupides, elles peuvent finir par le croire. Donc effectivement, là, les jeux vidéo, comme tout médium, a besoin effectivement d'être critiqué sur les biais qu'il peut porter. D'autant effectivement qu'au départ, pour des raisons marketing liées à la guerre Sega-Nintendo dans les années 80-90, il y a effectivement eu un marketing fort auprès des jeunes adolescents masculins, et dont effectivement qui a beaucoup imprégné la culture vidéoludique jusqu'à aujourd'hui, même si effectivement on assiste quand même depuis les années 2010 à, fort heureusement, une diversification et une ouverture des styles et des types d'expériences de jeu. Je vais maintenant procéder à une transition, car nous avons parlé de l'art et de l'art total, et dans l'intitulé de cette conférence, il y avait terrain de lutte. J'avais une question, c'est est-ce que les mods font-ils partie du jeu vidéo? Bon, je ne vais pas poser la question comme ça, parce que je vais la préciser. Je sais qu'il y a une association qui s'appelle, non, je vais le dire en mauvais anglais, je suis désolé, Women in Games, bon, c'était pas mal, qui défend la place des femmes dans l'industrie vidéoludique, qui ne représente que 22%. C'est pour ça que je faisais un peu des réflexions, remarques un peu lourdes sur le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, et que le baromètre 2021 s'enorgueillit d'être passé de 19 à 21, et que c'est déjà ça. Mais surtout, elle faisait des campagnes aussi, pas juste sur la place des femmes dans l'industrie du jeu vidéo, mais sur le contenu du jeu vidéo et la place des femmes dans le contenu du jeu vidéo. Et ils avaient justement fait des modes, donc un mode quand on transforme un peu je sais pas même pas comment le dire, enfin bref, le mode de fonctionnement du jeu. Et ils avaient pris toutes les démarches des personnages féminins pour les calquer sur les personnages masculins du jeu, et ils avaient fait le contraire, notamment dans le jeu de Batman. Et vous avez Batman qui marche comme Catwoman, donc vous imaginez les stéréotypes, donc vous imaginez Batman marcher comme Catwoman dans le stéréotype misogyne ambiant. Bon, il roulait du cul, quoi, enfin, concrètement. Non, mais de ouf, enfin, je veux dire, c'était... Et du coup, c'est très rigolo d'avoir mené ces campagnes-là pour interpeller les joueurs et joueuses sur ce qui paraît anodin quand on y joue, et qui finalement ne l'est pas tellement. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça de jeux vidéo dont le contenu sert de lutte ou qui est détourné par les joueurs eux-mêmes? Moi, j'ai un exemple, c'est que GTA, vous le savez peut-être pas, mais on a mené nos recherches, parce que quand Macron a dit que le jeu vidéo, c'était à cause de ça, s'il y avait... Bon, bref. Je me suis dit, mais attends, il y a peut-être des policiers qui font des trucs avec GTA. Et ouais, il y a des policiers qui ont modé GTA, qui font des lives en mode policier pour tuer des délinquants. Et oui, ça existe. Donc eux aussi en font un terrain de lutte. Et on sait que cet univers vidéoludique est un terrain de lutte, je ne vais pas dire comme les autres, parce qu'il n'est pas comme les autres, mais c'est aussi un terrain de lutte. Alors tout à fait, juste petite précision à propos de cette campagne qui a été faite par Women in Games. Le résultat, donc des personnages hommes à la place des personnages femmes qui effectivement tordent du cul, le résultat était quand même vachement transphobe et homophobe. Donc c'est une campagne qui était un peu à double tranchant et qu'on n'a pas personnellement... Et collectivement au STJV, on a un peu grincé des dents quand on a vu ça, parce que certes, le message de base était intéressant, mais le résultat... voilà.
Donc oui, effectivement, terrain de lutte, pouvoir intervenir sur les contenus du jeu en tant que développeur et développeuse, c'est une thématique qui nous tient très à cœur, sur lesquelles on essaye de travailler, notamment pour acquérir, comme j'en parlais un peu plus tôt, propriété intellectuelle sur ce type de jeu. On a une position au syndicat qui est que le jeu indépendant ne nous sauvera pas, quand même, à préciser, puisque rien ne vaut mieux que d'avoir des personnes concernées pour aborder des thématiques particulières. Par exemple, lutter contre le racisme, c'est bien, mais qu'entre personnes blanches, c'est un peu gênant quand même. Donc, à ce niveau-là, c'est peut-être intéressant de revenir sur quelques chiffres, puisque là, je vais faire une comparaison avec le cinéma. Le cinéma, pour vous donner une idée, en 2021, il y avait environ 43% de femmes dans les effectifs de la fiction interactive française. Le jeu vidéo, la même année, on ne dépassait pas 22%. Donc c'est un milieu qui est extrêmement masculin. Il suffit de passer la porte des studios pour s'en rendre compte. Les classes populaires en sont également complètement absentes. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes et de classes populaires, par exemple ? Ouais. Alors, je connais la réponse, hein, mais je... Oui, alors peut-être pas à cause de la culture start-up, boys club dont on parlait tout à l'heure. Les femmes, elles existent dans le jeu vidéo, enfin je veux dire, j'existe, mais surtout, elles partent assez tôt, notamment à cause de certaines conditions de travail, et c'est pareil pour évidemment les personnes non blanches et les minorités de genre. On ne se fait pas généralement très très bien accueillir, donc il y a ça qui joue, évidemment. Il y a évidemment tout ce qui va être représentation, hein, donc Thomas, je pense qu'il en a bien parlé déjà, mais aussi pour parler des classes populaires un petit peu, le jeu vidéo, ça a très longtemps été un loisir de riches, pour le dire très clairement. Les consoles, les jeux vidéo, ils ont longtemps coûté très cher. Et pour revenir sur le sujet du débat, il y a un biais dans lequel il ne faut surtout pas tomber à vouloir affirmer que le jeu vidéo, c'est de l'art. Il ne faut pas l'utiliser comme argument d'autorité pour cultiver tranquille nos patates dans Animal Crossing, parce qu'il y a quand même un biais et une violence symbolique assez incroyable à juger d'un côté qu'il y aurait une culture légitime qui serait de l'art et une culture pas légitime qui serait parce qu'elle ne serait pas de l'art. Donc cette approche-là, ça défend l'idée que le jeu vidéo, de vouloir défendre l'idée que le jeu vidéo serait de l'art comme argument d'autorité, serait en sorte de donner de la légitimité à cette vision très bourgeoise de ce que c'est que la culture. Et évidemment, on n'est pas trop pour. Donc oui, la culture, vouloir défendre le jeu vidéo comme art, ça doit se faire pour les bonnes raisons. Le trouver dans nos médiathèques, dans notre passe culture, oui, mais pas parce qu'on veut donner de la légitimité bourgeoise à ce média, mais parce qu'on veut que le jeu vidéo soit accessible à tous. Et je tiens aussi à préciser que pour que le jeu vidéo, pour être un artiste, il n'y a pas besoin d'être exposé au Grand Palais. Un modeur peut très bien être un artiste. Tant qu'il, enfin voilà, c'est pas du tout un critère, et on peut très bien préférer écouter Kalash Criminel que Debussy. Voilà, c'est la même logique. Le jeu vidéo, ça change pas, que ça reste un art populaire. Personnellement, ça me va très bien. Et il faut aussi garder à l'esprit que le jeu vidéo, il faut, pour devenir un artiste, encore faut-il pouvoir, oui, le devenir avec des études qui soient accessibles en termes de prix et des conditions de travail décentes qui permettent de vivre décemment. Parce que, concrètement, la voie royale pour travailler dans le jeu vidéo, c'est de faire une école de jeux vidéo. Ouais, bon, sauf ceux qui font Sciences Po, bon, voilà. Mais du coup, c'est plus compliqué, je sais, mais il y a quand même cette voie-là qui existe d'école. Combien y a-t-il d'écoles publiques ? Comment on fait pour rentrer dans le secteur du jeu vidéo par la voie publique ? Et deuxième question, du coup, ça coûte combien une année d'école de jeux vidéo dans le privé ? De jeux vidéo, de tous les métiers du jeu vidéo, voilà. Alors, des formations publiques avec l'intitulé jeux vidéo, elles se comptent sur les doigts d'une main en France. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup. La plus connue, c'est l'Engmin. Quand vous allez à l'université et que vous dites « Bonjour, je veux faire du jeu vidéo », on vous renverra vers des licences d'informatique ou vers des études d'art. Et ce n'est pas forcément plus mal, parce que vous aurez un parcours généraliste et vous pourrez vous spécialiser plus tard. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on regrette. C'est juste que, oui, le jeu vidéo, c'est un secteur qui est bouché, avec très peu de débouchés. On reviendra sur des chiffres plus tard, je pense, mais il y a très peu de débouchés dans le jeu vidéo.
Et à ce niveau-là, du coup, ça a permis à une pléthore d'écoles privées extrêmement chères de pulluler pour vous proposer des études avec l'intitulé Jeux vidéo pour entre 6 000 et 10 000 euros l'année. Donc ces écoles, elles ont pullulé partout. En l'absence d'intitulé spécifique jeux vidéo, elles prolifèrent un peu partout sur le territoire français. Il y en existe 133 en France dans les derniers chiffres qui ont été avancés. Donc ce qui fait que la France est le pays avec le plus d'écoles de jeux vidéo par habitant quand même. C'est assez incroyable. Et ces écoles, elles sont en train de se faire racheter par des énormes groupes d'enseignement privé qui évidemment baissent les coûts, pratiquent le surbooking, l'ubérisation des profs et le distanciel à marche forcée. Et après 25 000 euros votre scolarité en moyenne, vous pourrez intégrer le jeu vidéo et vous ferez partie des 100 000 personnes qui sortent chaque année des écoles de jeux vidéo pour une industrie qui, on en a parlé un petit peu, parce que nous, on est pareil que vous, on n'a pas de chiffres. On estime qu'on est entre 12 000 et 18 000 dans le jeu vidéo. Les chiffres qu'on a, ils viennent du patronat, donc on ne fait pas trop confiance. Mais ça veut dire que 100 000 personnes arrivent chaque année. Pour vous donner une idée, dans ma promo, on était 40, il doit y avoir même pas la moitié qui a intégré l'industrie. Bon, du coup, il y a un terrain de lutte sociale, on y reviendra, on développera après tout à l'heure sur ce terrain de lutte-là, le crunch, qu'est-ce que c'est, la précarité, comment ça fonctionne, parce que le jeu vidéo est un beau laboratoire pour ça. Mais terrain de lutte du coup culturel, est-ce qu'il y a une contre-culture qui se développe dans le jeu vidéo ? Est-ce que finalement, nous, politiques, on a raison de s'en mêler ? Est-ce qu'il faut qu'on s'en mêle ou est-ce qu'on n'a rien à faire là et qu'on retourne jouer sur nos consoles tranquillou à la maison et qu'on se taise à jamais ? Tout à fait, parce qu'en plus, c'est vrai que là, toute l'émergence quand même de cette scène indépendante dont j'ai parlé, elle se fait aussi beaucoup avec l'émergence d'une scène très liée aux questions LGBT. Je pense à la créatrice Anna Entropy, qui a fait une espèce de manuel qui s'appelle Zinesters, The Rise of the Zinesters in Video Game. Enfin, bref, essayons de montrer que le jeu vidéo, ça peut être quelque chose de très do-it-yourself. Chacun peut faire son jeu vidéo et surtout s'en emparer pour raconter son histoire. Notamment, Anna Entropy a fait un jeu absolument magnifique sur la dysphorie de genre, qui est Dysphoria, qui est un jeu hyper simple, qui reprend des mécaniques, parfois même de Tetris. On en reparlait. Donc, il y a ce côté-là. Et c'est vrai que il ne faut pas oublier au départ que les jeux vidéo vont être ce qui va être notamment appelé par Adorno et Horkheimer une industrie culturelle. C'est-à-dire que quelque chose qui va donner du divertissement, et divertissement qui, dans les théories donc, de Adorno et Horkheimer, donc dans la dialectique de la raison notamment, sont là finalement pour entretenir le capitalisme, pour le dire très rapidement, en justement se substituant à l'art. Adorno a une conception assez spécifique de ce que c'est que le bon art, mais passons. L'idée quand même de l'art chez Horkheimer, chez Adorno et Horkheimer, c'est que l'art, c'est quelque chose qui va justement renouveler vos représentations. Ce que l'art vous fait, c'est que l'art vous fait éprouver un écart avec le monde quotidien. Vous dites, oh, tiens, j'avais jamais vu les choses comme ça. Tiens, il y a un truc à creuser, c'est intéressant. Et que ce soit, on va dire, au niveau d'un message, que ce soit juste au niveau de la pure sensation, du pur sentiment, etc. L'art, pour Adorno, c'est vraiment ce qui vous fait vivre un écart. Alors que l'industrie culturelle, Adorno s'est beaucoup intéressé à la musique et à la télévision, c'est justement ce qui vous maintient toujours dans le quotidien, ce qui ne vous fait pas finalement prendre conscience des biais qui existent et qui vous répète toujours la même ritournelle un petit peu rassurante. Et donc, là où effectivement il y a un terrain de lutte, c'est de favoriser des jeux vidéo qui puissent justement proposer des nouveautés sensibles, des nouveautés au niveau qui interrogent nos représentations, qu'elles soient notamment nos représentations quotidiennes, et qui finalement fassent le même travail que d'autres formes artistiques. On a quand même le droit de s'amuser. On peut quand même mais jouer. c'est absolument pas... les deux vont très bien ensemble. D'ailleurs, peut-être que c'est peut-être le moment de lancer ça. Et il m'a dit, il y a un écran et tout. Il y a un écran, ouais.
Et pas d'image. Elle arrive, elle arrive. C'est bien sans l'image que le son là, ça. On sent qu'il y a une tension dans l'air. Est-ce qu'on va récupérer l'image? Yes. Française, Français, bienvenue dans notre taverne. Donc, vous êtes censé voir Papers, Please. Le blind test a fonctionné. Ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe, Marcel. Papers, Please, qui est un jeu dans lequel vous jouez un douanier et vous êtes celui ou celle qui laisse rentrer les immigrants. Vous avez des règles très strictes chaque jour en vous disant bon bah aujourd'hui les immigrants qui ont tel document ils peuvent rentrer et c'est vous qui devez contrôler tous leurs papiers et les faire rentrer ou pas dans votre pays. Il y a moyen ça de le projeter dans l'hémicycle ou... Bah, c'est ce qu'on essaie de faire. Ah oui, dans l'hémicycle. Oui, d'accord. Oui, Oui, parce que dans l'hémicycle. je connais un Gérald D qui pourrait être intéressant. N'applaudissez pas à toutes mes bêtises, ça m'encourage après. Et justement, ce qui va être intéressant dans le jeu, c'est que ça va être un jeu qui va être très fun et qui va surtout mettre en pratique, pour le coup, un petit peu ce qui fait la spécificité du jeu vidéo quand ça aborde des propos notamment politiques. C'est ce que un chercheur américain, Ian Bogost, a... J'ai fait bugger le HDMI, c'est ça? Ce qu'un chercheur américain, Ian Bogost, a appelé la rhétorique procédurale. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est pas de savoir que les jeux vidéo peuvent nous faire passer des messages, c'est de nous faire savoir comment est-ce qu'ils les passent et comment est-ce que les jeux vidéo font passer des messages différemment, par exemple, du cinéma ou de la littérature. Je peux meubler un petit peu, mais là, quand même, ça... Ouais, c'est du gros teasing, là. Je peux vous faire une imitation en attendant, s'il vous plaît. Ouais, c'est de la faute à Gérald D, Ouais. qui ne veut pas qu'on laisse rentrer des gens, même dans le jeu vidéo. Bon. Eh, je sais bien. Sinon, je peux vous... Bah, tant pis, sinon je vais vous raconter ce qui se passe. Oui, ça va fonctionner, puisque juste avant que vous rentriez dans cette salle, Ça on a fonctionnait essayé et ça parfaitement. fonctionnait. C'est que ça doit être possible. Bon. On va voir. Oui, tourner l'écran, ça risque d'être un petit peu difficile. Hop. Il y a peut-être la source à sélectionner, une connerie comme ça. Non, Et les aléas du direct. les aléas du direct. Bon. Mais alors, du coup, qu'est-ce que c'est que la rhétorique procédurale? C'est-à-dire que l'idée, en fait, une des idées de Bogost, c'est que comment est-ce que les jeux vidéo vont non pas vous convaincre de quelque chose, mais vous persuader de quelque chose, c'est en vous faisant faire les choses. C'est-à-dire qu'une des manières qu'a les jeux vidéo de faire passer un message, c'est ça vous plonge dans un rôle. Qu'est-ce qui se passe dans Papers, Please? C'est que vous devez checker, c'est pas grave, sinon je vais raconter. Hein. C'est que vous devez checker les papiers, et chaque jour, vous avez de nouveaux papiers à checker. Donc les règles deviennent de plus en plus difficiles. Eh bien, je vous garantis que regarder des papiers, c'est fun. C'est fun parce que c'est un espèce de où est Charlie, vous devez trouver la faute, vous devez vous rendre compte que, attendez, son passeport, il vient de tel pays, mais il y a telle cité. Ah non, la cité est dans un autre pays, hop, c'est un faux papier, il ne rentre pas. Sachant que vous êtes fortement incité à ne pas faire rentrer les fraudeurs parce que vous avez des pénalités financières et que vous devez nourrir votre famille derrière. Donc, et en fait, si vous voulez, on se fait bercer comme ça par le rythme du jeu et c'est extrêmement plaisant. Et à la fin, on devient nazi ou c'est c'est quoi la chute? Alors, très franchement, je trouve que ce jeu est une très bonne illustration esthétique de ce que peut être la banalité du mal. Parce qu'effectivement, on fait une tâche infâme, mais c'est fun, et on le fait au fur et à mesure. Mais il y a un jour un dilemme qui commence à arriver. Donc, vous avez un mari, je crois que c'est le mari qui arrive. Ses papiers sont en règle, bon, vous le laissez passer, et après il vous dit « Soyez gentil, il y a ma femme qui arrive derrière. » Bon, la femme
arrive. Et non, pas forcément. Ou peut-être. Et la femme arrive et ses papiers ne sont pas en règle. Ah, alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez... Merci. Est-ce que vous allez séparer une famille ou pas? Oui. C'est vraiment horrible. C'est parce que c'est la famille de Gérald, c'est ça que vous dites ça, voilà. Pardon? Un petit F11 pour le plein écran. Je n'ai pas de F14. Bon, c'est pas grave. Là, je montre juste très rapidement. Donc, Papers, Please, il me file son papier, il me file son visa d'entrée. Il faut un entry ticket aujourd'hui qui va valable jusqu'au 25 novembre 82. On est le 2 novembre 82. On est le 25 novembre 82. Hop, c'est approuvé. Pouf, voici monsieur, vous pouvez passer. Et vous continuez, et vous avez comme ça votre rythme. Et on appelle le suivant. Faire ça. Voilà, et là, il y a un problème. Il me donne pas l'entrée, il me donne pas son petit ticket d'entrée, donc je vais lui dire, il y a un problème, monsieur. Vous devez avoir un ticket d'entrée. Vous n'avez pas de ticket d'entrée. Où est votre ticket d'entrée? Il est ici. Ça a l'air valide. La photo, ça a l'air d'aller. On va changer de coiffure quand même. Ouais. On va dire que c'est bon. Allez. Genre changer de coiffure, c'est... Ah, si c'est pas la photo, attention. Hein. Oui, mais à quoi? Les cheveux, ça pousse, ça se coupe. Ah, mais il fallait refaire la photo d'identité. Même je me suis sans fait sourire. pousser un peu le bouc. Heider. Tchac. Oui, d'accord. Je pourrais aller te voir au Pink Vice. Très bien. Oui. Genre, elle a mis ça sur le... Déjà, première chose, clairement, on fait rentrer plus ou moins légalement quelqu'un pour aller se prostituer. Je la laisse rentrer ou pas? Alors que c'est parce que ces papiers, on les rend en règle. Mais pourquoi elle nous donne ce papier-là? C'est voilà, pour nous dire d'aller la voir. C'est un exemple de narration, si tu veux, par les objets, où on te donne un élément et tu dois dire, mais pourquoi elle me donne ça? Ah, c'est parce qu'elle va bosser là-bas. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la laisse rentrer ou pas? Bon, etc. Et là, en fait, si vous voulez... Oui, mais vaut mieux qu'elle se prostitue chez nous, parce que notre pays est meilleur, tu vois. Non, c'est pas ça. Ah, on est dans une dictature communiste. On est clairement dans... Oui, mais il y a communiste. Donc voilà, c'était juste pour montrer ça rapidement. Quoi? Le passeport a été expiré en plus. Ah ouais, d'accord. Bien joué. Alors, sachez que la police nationale recrute en ce moment, notamment Gérald D. Il cherche les gens à la police aux frontières. Non, en vrai, il va externaliser les fonctions de contrôle des papiers d'identité. Ce ne seront plus des policiers dans les aéroports. C'est son grand rêve, de mettre des agents de sécurité privés à la place. Par ailleurs, voilà, petite info en passant. Ouais, voilà, parfait. Tu pourras rentrer en tant que salarié sous-payé. Parfait. Donc, du coup, en fait, là, on a vraiment un exemple de ce que peuvent faire les jeux vidéo. C'est-à-dire que les jeux vidéo, justement, ne sont pas forcément faits pour être forcément des grandes explorations à la Proust de la psyché humaine. Encore que Kentucky Route Zero, ça fonctionne très très bien là-dessus. Mais que, voilà, une des manières qu'a le jeu vidéo de fonctionner et d'apporter quelque chose, on va dire, que ce soit à un propos politique ou de manière générale aux manières de signifier et de dire quelque chose par le sensible, c'est ça. C'est notamment cette rhétorique procédurale, mais qui est une des expériences possibles face aux jeux vidéo. Il faut se rappeler vraiment qu'on est face à une pratique qui est extrêmement hétérogène dans ses styles et dans les expériences qu'elle propose. Et c'est d'ailleurs, je pense, quelque chose qui est, au niveau des terrains de lutte, il faut au niveau des terrains de lutte, c'est-à-dire que manifester pour la diversité et l'hétérogénéité des expériences vidéoludiques, c'est pas si anodin que ça d'un point de vue politique, puisque je reviens à ce qu'on dit sur l'idée que le Boys Club, etc. Tout ça, ça a formé ce qu'on va appeler une identité qu'on va appeler gamer. Et cette identité gamer a été assez battue est un peu la cause d'un événement assez important quand même pour les jeux vidéo actuels qui a été en 2013 le Gamergate.
Qu'est-ce que c'est que le Gamergate? C'est le harcèlement de beaucoup de femmes dans l'industrie vidéoludique, notamment de Zoe Quinn, une développeuse, et qui part de l'idée qu'un de ses ex a dit « Ah, mais attendez, elle a couché avec tous les journalistes pour avoir des bonnes notes pour ses jeux. » Et on a donc une campagne de harcèlement et de haine qui est déguisée comme étant une campagne pour « Non, mais en fait, c'est pour que l'éthique journalistique soit respectée dans la presse vidéoludique. » Bon. C'est n'importe quoi. Mais il y a deux choses à voir là-dessus. C'est que déjà, on s'est rendu compte que la plupart des cadres de ce mouvement informel et de ces campagnes de harcèlement, largement anglo-saxons et américains, 2-3 ans plus tard, on les retrouve dans l'alt-right américaine. Donc il y a vraiment eu une espèce de répétition grandeur nature de tout le système de troll et de harcèlement qui va être mis en place par la suite, notamment du côté de chez Trump. Et en même temps, et ça, il y a Bogost notamment, du coup on avait parlé, c'est l'idée que ce qui s'affrontait ici, c'était deux visions de ce que c'est que les jeux vidéo et ce que c'est que les expériences de jeu. D'un côté, une frange très masculine, grippée sur un seul type, on va dire, d'expérience, une expérience très élitiste, parce qu'il faut performer. Il faut quand même se rappeler que noob, débutant, ça peut être une insulte dans certains cercles vidéoludiques, que du coup, une vision très élitiste de l'expérience, et surtout une vidéo où on n'interroge pas justement les représentations, confrontée justement à une volonté de diversifier le médium, et de diversifier les types d'expériences possibles, de diversifier, non, les jeux vidéo, c'est pas que des trucs en 3D avec des mitraillettes, ça peut être juste marcher sur une île. Dire Esther, par exemple, ce qu'on appelle les walking simulators, qui est d'ailleurs un beau retournement du stigmate, parce qu'au départ, ces jeux, on les appelait des walking simulators, pour dire, c'est nul, c'est pas des jeux, on marche, il n'y a rien à faire. Et c'est devenu un genre de jeu vidéo à part entière, parce que la promenade vidéoludique est un type d'expérience que le jeu vidéo est très fort pour faire. Donc, dire Esther, j'aime énormément Sacramento de Delphine Fourneau en Walking Simulator français. Et cette diversité, elle est vraiment à défendre parce que, et historiquement, effectivement, c'est contre une certaine l'alt-right en fait. Merci pour ces explications. Et je crois qu'en plus, avec la réalité virtuelle, ça peut prendre aussi d'autres dimensions, ce genre de jeu contemplatif, on va dire ça comme ça. La réalité virtuelle, ça, donc avec les casques, etc., il y aurait beaucoup de choses à en dire du côté de l'industrie. La seule chose, peut-être que ma chèque a des choses à dire là-dessus, la seule chose que je dirais sur la réalité virtuelle, c'est que la réalité virtuelle, c'est un marché de niche. C'est-à-dire que c'est un type d'expérience qui c'est cher, quoi. C'est cher, mais surtout, est-ce qu'on a vraiment envie de faire du traitement de texte avec des lunettes ? Non, pour ça, il y a quand même des choses pour lesquelles l'écran reste, on va dire, bien meilleur. Et c'est important, je pense, de considérer la RV comme une niche, un type d'expérience très intéressant, mais surtout pas, on va dire, comme vraiment le futur de ce que vont être les jeux vidéo et les écrans. Parce que, par exemple, de la 2D, des jeux en 2D en réalité virtuelle, ça n'a aucun sens. Alors que la 2D, c'est pas les jeux vidéo d'avant qui étaient nuls. Il y a beaucoup de jeux excellents des dernières années qui sont des jeux en 2D, comme Mario, on avance de gauche à droite. Oui, exactement. Je garde une question en stock pour après. Et Maciej, par contre, la question maintenant va être dans le dur. Comment on fait pour améliorer les conditions qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les conditions de travail dans le secteur du jeu vidéo? Qu'est-ce que finalement vous attendez au syndicat? Pas juste des patrons, mais aussi des politiques comme cadre, comme amélioration du cadre de travail. Est-ce que les ordonnances Macron ont fait évoluer les choses dans le bon sens? Non. Ça, je peux répondre tout de suite. Ça alors alors oui, le STJV, donc je précise que nous, on s'adresse à toutes les personnes qui vivent de l'industrie du jeu vidéo, donc l'ensemble des métiers ça couvre beaucoup de métiers, ça va des personnes qui travaillent dans les studios, les éditeurs, aux streamers, aux personnes qui sont dans l'e-sport, dans le cosplay, les freelances, les indépendants. L'idée, c'est d'être aussi large que possible et de représenter la belle diversité des métiers du jeu vidéo. Donc, ce qu'on fait au syndicat à ce niveau-là, on va agir déjà pour les travailleurs qui nous contactent. Et comme je vous l'ai dit, on a un syndicat très jeune. Donc, on a eu plusieurs années où il a fallu s'organiser. Là, on a des sections syndicales dans une quinzaine de
boîtes, y compris des très grosses en France. On est présent à Paris, à Lille, à Lyon, à Annecy, Angoulême, Bordeaux, Montpellier, Nantes, et j'en oublie certainement. Mais oui, on commence déjà par là, par être présent, par se faire connaître des acteurs de l'industrie. Donc ça, c'était surtout nos premières années. Et on dit les termes aussi. Donc ça passe par les médias, ça passe par les pouvoirs publics, ça passe par les autres travailleurs et travailleuses, ça passe par des rencontres internationales et avec les autres syndicats. Et ça passe aussi par soutenir les personnes qui nous contactent et nous demandent de l'aide. Donc au syndicat, on propose un soutien juridique et un accompagnement aux personnes qui subissent des abus au travail, de la discrimination, des violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, tout travailleur, travailleuse de l'industrie peut nous contacter. Donc on commence par là, et ensuite on travaille sur des problématiques. Donc j'ai un peu parlé de la propriété intellectuelle et de la reconnaissance juridique du travail des artistes, de la dimension collective aussi, du travail collectif. On essaye d'encourager les travailleurs qui veulent, par exemple, il y en a beaucoup qui veulent monter leur studio, on leur dit plutôt que d'aller vers quelque chose de très patronal, classique, essayez d'aller vers des modèles de coopérative, des modèles alternatifs. Donc on agit là-dessus, et on agit aussi sur des problématiques qui nous intéressent beaucoup, particulièrement ce week-end-là, à savoir les subventions publiques et l'argent public qui est attribué aux jeux vidéo, comment est-il attribué, et comment nous, les travailleurs et travailleuses, les développeurs, développeuses, on peut avoir un droit de regard dessus, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc votre argent public, déjà, il vient en partie de crédit d'impôt, donc c'est les subventions qu'on reçoit, elles viennent de vous. Et nous, on n'a pas de droit de regard dessus. C'est souvent d'ailleurs nos patrons qui se les attribuent entre eux. Voilà. Ils sont octroyés sans vraiment critères non plus. C'est assez light, les critères, parce que du point de vue patronal macroniste, qui arrive à peu près au même, l'objectif est d'être compétitif, donc de diminuer les coûts de production, point. Donc c'est un peu comme le crédit impôt compétitivité emploi, où au début ils en avaient fait un truc et il fallait remplir un dossier, puis après on s'est dit en fait tout le monde aura la réduction d'impôt. Là le crédit impôt jeux vidéo, c'est un peu l'idée, et ça représente en fait le plus gros budget supervisé par le Centre national du cinéma, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, c'est le cinéma qui finance le jeu vidéo en France. Merci le cinéma. Voilà, donc quand vous allez payez au cinéma. Un billet de cinéma, vous financez les subventions publiques qui serviront aux jeux vidéo. Alors la logique, il faut la chercher, nous on l'a pas trouvée. Donc oui, on agit à tous ces niveaux-là. Parce que le cinéma est riche, alors que le jeu vidéo est pauvre. Voilà, c'est ça, le jeu vidéo est très très pauvre, hein. C'est juste une industrie qui brasse plus que le cinéma, la musique, la télévision, la littérature combinée. Mais bon, on est très pauvres, on est des pauvres petits studios, nos patrons sont très pauvres. Voilà. C'est des gens qui travaillent dans des grottes et tout. Oui, c'est ça. Et j'en profite pour répondre à une question qui a été posée. Les travailleurs du jeu vidéo ont-ils des contacts à l'étranger, que ce soit au niveau des syndicats ou des boîtes indépendantes? Alors je crois que j'ai un peu répondu, mais oui, sachant que la situation, et je pense particulièrement aux États-Unis, est assez catastrophique. Les syndicats là-bas, c'est pas du tout pareil qu'en France. Ils ont un demi-siècle de retard par rapport à nos avancées à nous. Et déjà, avoir des syndicats dans l'industrie du jeu vidéo américaine, c'est déjà hyper compliqué. Ce qui permet à des grosses boîtes comme Microsoft d'imposer un peu leurs conditions. Donc ouais, travailler à l'international avec des syndicats du jeu vidéo, on essaye, mais c'est dur. L'Europe, déjà un peu plus. Donc voilà, c'était pour la première question. Il y a une deuxième à laquelle j'ai répondu un peu partiellement. Quelle est la position du STJV sur le crunch? J'expliquerai ce que c'est. Abolition, compensation négociée. Quel est le temps de travail moyen dans ce secteur? Le crunch, c'est un mot que vous connaissez, que vous avez sûrement subi un jour dans votre vie, vous aussi. C'est juste que nous, on a notre petit nom qu'on lui attribue. Le crunch, c'est des périodes de travail intensif. C'était surtout connu par des semaines de 100 heures ininterrompues. De 100 heures en 2 mots, hein, pas voilà. Donc c'était ça arrivait surtout en fin de prod, lorsqu'il faut vite sortir le jeu, mais il reste plein de choses à faire, vite, tu comptes plus tes heures supplémentaires, et etc. Puis la date de sortie a été annoncée, le plan com est fait, les magasins attendent le jeu. Exactement, alors ça existe évidemment dans plein d'autres secteurs, nous on appelle ça le crunch, et au STJV on essaye de changer la définition déjà, puisque en France, si vous faites ça, vous faites quand même très vite calculé. Donc c'est pas trop, ça n'existe pas trop des crunchs, des semaines comme ça. Nous, par exemple, moi dans mon studio, on fait nos heures, voilà.
Il n'y a pas d'heures supplémentaires. Et on essaie de changer la définition pour inclure quelque chose où il y a une espèce de mentalité du jeu vidéo où on a tellement de choses à faire quand on arrive au boulot et quand on repart le soir qu'on est en état de burn-out permanent, y compris quand on ne fait pas d'heures supplémentaires. Et c'est cette définition-là qu'on essaye d'imposer. L'idée que, c'est normal de jamais s'arrêter de travailler. Et l'idée que Parce que c'est cool, c'est un travail passion. Ah quoi. oui, le métier oui, vous êtes passion, passionnés ça, dans le jeu vidéo, enfin, vous êtes des voilà, artistes de c'est toute ça. façon. On est des artistes, oui, donc vous comprenez, les grands artistes, ils acceptent des heures supplémentaires non payées, du salariat déguisé et des mains aux fesses et du harcèlement, hein, bien sûr. C'est ça, pour être un artiste, il faut faire ça. Donc oui, on est là-dessus. Donc le temps de travail moyen, il est assez respecté en France. Il y a quand même évidemment des heures supplémentaires non payées. Je ne pense pas qu'on soit différent des autres industries à ce niveau-là. C'est juste que c'est des problèmes de production en réalité qui doivent, notamment du fait que c'est des équipes très jeunes. Donc les personnes qui sont en charge de vérifier le rythme de travail, les personnes qui aussi arrivent dans l'industrie, elles ont donc, je le rappelle, dépensé 25 000 € en moyenne pour être là. Donc ils font du zèle. Et ils acceptent des conditions très précaires, ils acceptent des contrats pourris et ils tirent les salaires vers le bas parce que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc ouais, c'est un petit peu ce genre de sujet qu'on traite et qu'on espère changer, y compris avec les pouvoirs publics. J'ai une question sur les... Alors quelqu'un nous demande sur la qualité des 3A. Des AAA. Ouais, juste 3. C'est pas comme les andouillettes, il y en a 5 dans les andouillettes. Mais parce que est-ce qu'il y a des les AAA, il y a plein de jeux qui sortent quand même, qui sont pas complètement finis, qui sont buggés et tout. Crunch. Non, ok, merci, j'ai ma réponse. Donc c'est lié aussi au crunch et à cette question de conception des jeux vidéo. Et du coup, est-ce que parce que le camarade, ou la camarade demandait est-ce qu'on pourrait pas davantage mieux protéger le consommateur, des indemnisations, remboursements, je sais pas quoi, quand le jeu n'est pas fini. Est-ce qu'on devrait, comment? Je vais le poser différemment. Est-ce qu'on peut pas faire plutôt une alternative au crunch? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut faire un bon jeu sans crunch? Oui, avec des personnes formées. C'est fou ça. Avec des personnes compétentes qui ont eu le temps de développer une expertise, qui ne sont pas arrivées récemment dans le jeu vidéo et qui ont une idée de ce sur quoi ils travaillent. Et ça, c'est rare, puisque une donnée que je n'ai pas précisée, comme vous l'avez compris, c'est difficile d'avoir les chiffres pour le jeu vidéo. Il y a très peu de chiffres. Donc avec le STJV, on a fait notre propre enquête. On a interrogé 1000 travailleurs et travailleuses de l'industrie du jeu vidéo. Et on a 2 chiffres très intéressants. Le premier, c'est que 63% des personnes qui ont répondu à notre enquête, sur un échantillon de 1000 personnes, disent qu'ils sont dans l'industrie depuis moins de 5 ans. Et une personne sur 2, 53%, a moins de 30 ans. Et ça, ce que ça révèle, c'est qu'il y a très peu de seniors dans l'industrie du jeu vidéo. Et quand il n'y a pas de seniors, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'expertise, il y a des conditions de travail pourries parce que c'est plus difficile d'aller au-devant des patrons lorsqu'on est là depuis pas très longtemps. Et ça joue sur les conditions de travail, ça joue sur les délais de sortie, ça joue sur le rythme de la production. Donc je pense que je ne suis pas la seule. On essaye d'agir à ce niveau-là, et pour ça, il faut donner envie aux gens de rester. Ça inclut évidemment celles qui sont les personnes qui partent tôt. Le jeu vidéo, c'est un milieu qu'on quitte très facilement et très vite à cause de mauvaises conditions de travail souvent. Et pour le moment, c'est pas prêt de changer dans le sens où les personnes qualifiées peuvent trouver beaucoup mieux payées ailleurs, donc elles s'en vont au bout d'un moment. Les personnes harcelées, les minorités de genre, les personnes non blanches, etc. Toutes ces personnes-là, quand elles se font harceler, au bout d'un moment, elles en ont marre, elles partent. Donc, faire rester les profils expérimentés, déjà, ce serait un premier pas pour lutter contre ces jeux complètement buggés et évidemment contre cette espèce de culture où c'est normal de mettre tout le monde en stage et en CDI et où c'est les stagiaires qui font le jeu. Oui, mais si on veut des emplois de seniors, il ne faut pas la retraite à 60 ans, du coup. Oui, on est senior plus tard, à 5 ans d'ancienneté dans le jeu vidéo. Un senior, c'est... si vous avez plus de 5 ans dans le jeu vidéo, plus de 10 ans dans le jeu vidéo, il y en a qui vous considèrent senior.
D'accord, carrément. Carrément. Merci pour cette réponse. Il y avait quand même une petite question. Le périmètre de syndicalisation du syndicat des travailleurs du jeu vidéo, il faut être quoi? Il faut être dans une relation salariée? Vous voyez plus large? Bon, là, il y avait une petite boutade. C'est On est très large, ouais. Est-ce que les gens qui sont dans le jeu vidéo, au sens qui font des live ils streams, peuvent se syndiquer au STGV. Ah oui, d'accord. Donc, et la question était plus précise. Mais je crois que vous dévoilez pas vous faites pas des listes publiques de qui est adhérent de votre syndicat, mais c'était est-ce que Mister MV est adhérent? Voilà. Ah, il y a des streamers qui sont au STJV, donc des créateurs de contenu, on préfère. Oui, vous pouvez vous syndiquer comme ça, effectivement. Ok, j'arrive dès que le député Twitch arrive au STJV. Question à ma gauche pour Thomas. Bon, est-ce que il y a quand même un sujet? C'était une vraie bonne question. Sujet éducation nationale et jeux vidéo. Puisque comme le jeu vidéo c'est mal, il n'y a pas de jeu vidéo dans l'éducation nationale. Alors c'est vrai qu'il y a un sujet économie de l'attention, addiction, lumière bleue, qui ne sont pas des sujets annexes, qui sont des vrais sujets, mais enfin, vaut mieux que ce soit fait dans un cadre éducatif, pédagogique, pour apprendre à maîtriser soi-même ce que l'on consomme. Et donc ça me semble être important. On en est où avec l'éducation nationale? Est-ce qu'un jour il va se passer quelque chose, ou est-ce que vraiment on aura plus vite retrouvé l'uniforme à l'école grâce à Gabriel Attal avant de s'intéresser aux jeux vidéo? Alors, est-ce que ça peut avoir un intérêt en fait pédagogique? Ouais. Bon, alors il se trouve que, avant d'être maître de conférence, j'ai été au lycée, donc j'ai eu accès à Canopé et à tous les réseaux de l'éducation nationale. Et effectivement, il y a une ou deux fiches sur les jeux vidéo dedans. Après, moi, une des choses qui m'énervait beaucoup dans ces fiches, c'était qu'il parlait de détournement des jeux vidéo. Avec cette idée, en fait, que, par exemple, ça vous semble, ça semble normal, on va dire, de regarder, je sais pas, du Charlie Chaplin en histoire pour les temps modernes, par exemple, etc., et que c'est pas le détournement d'un film, c'est juste, c'est un film, il a un intérêt pédagogique, alors que les jeux vidéo, c'est toujours l'idée d'un détournement, comme si ça sentait un petit peu le soufre. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Ubisoft, on a fait un contenu avec ses Assassin's Creed, pour ceux qui ne connaissent pas, un jeu à succès qui est dans des univers historiques reconstitués, plus ou moins réalistes, et ils ont fait des versions pédagogiques sans les monstres à buter, enfin il n'y a pas de monstres d'ailleurs, sans les gens à buter, le sang qui gicle, tout ça. Parce que, voilà. Et ça c'est très étrange, parce que c'est comme serait l'aveu qu'effectivement le jeu serait irrémédiablement kitsch, qu'il y aurait toujours quelque chose d'irrécupérable. Or, ça me semble extrêmement important, comme je l'ai montré sur Papers, Please, qui est un exemple que j'ai utilisé en cours devant mes élèves de terminale, comme j'utilise beaucoup de tableaux, de films, pour montrer que non, c'est un produit culturel comme un autre, et qui, en tant que produit culturel, a des choses à dire. Après, là-dessus, alors là, on a actuellement en France quelqu'un qui est en train de finir sa thèse sur le sujet, qui est Romain Vincent, qui est un collègue d'histoire géo. On l'invitera l'année prochaine. Ouais, non, oui, tout à fait. Qui donc là, allez lire ses articles et allez lire sa thèse, qui normalement je crois qu'il finit bientôt, qui sera passionnante, je n'en doute pas. Mais très rapidement, ce que je peux dire rapidement de ce que je me souviens de ce qu'il dit, c'est que il a beaucoup utilisé justement, fait beaucoup de travail pour utiliser des jeux historiques dans ses cours d'histoire. Et il s'est rendu compte de plusieurs choses. C'est que déjà, je ne sais plus comment on nous appelle, nous les millennials, la génération, je ne sais plus quoi. Les digital natives, c'est un mythe. C'est-à-dire que dans les jeux vidéo, vous retrouvez exactement, on disait que c'était un loisir de riches, voilà. Les jeux vidéo, c'est pareil. Les gens qui maîtrisent bien les jeux vidéo, sont souvent ceux qui ont aussi un bon capital culturel classique derrière. Et donc, en fait, lui s'est rendu compte de ça. Et surtout, lui, ce qu'il a pas mal développé, notamment, il a fait un club jeux vidéo dans son collège. Et lui, ce qu'il faisait là-dessus, c'était que, en fait, avant, pour pouvoir... Sa formule, c'est pour apprendre en jouant, il faut d'abord apprendre à jouer. Et apprendre à jouer, c'est avoir une culture ludique. C'est-à-dire savoir que Mario, c'est un jeu comme... Pour bien apprécier les films, il faut avoir un petit peu de culture cinématographique. Il faut s'y connaître en plomberie pour jouer à Mario? Non, juste il faut un bon émulateur, etc. Mais
Du coup, là-dessus... Pour ceux qui ne savent pas, des fois c'est possible hein, que Mario c'est un plombier. Je précise, non, parce que je sais qu'il y a des camarades qui sont là, qui ne jouent pas aux jeux vidéo, qui viennent là aussi pour découvrir de quoi on cause et qui sans doute ont entendu un peu de javanais pendant une année. En gros, l'idée c'est que le jeu vidéo n'est absolument pas un produit miracle pour intéresser magiquement les gens à une discipline. Car souvent, les gens qui vous disent « Ah non mais si, mais j'ai appris l'histoire grâce à Assassin's Creed », en fait c'est que c'est des gens qui avaient déjà une curiosité naturelle et que le jeu vidéo a pu aiguiser et orienter. Mais j'ai adoré apprendre l'histoire avec Age of Empires 1. Mais parce qu'il y avait peut-être une curiosité aiguisée par d'autres aspects, par l'éducation familiale derrière. Donc là-dessus, les jeux vidéo n'est pas un miracle. Alors justement, Romain Vincent, il a parcouru la France pour aller voir tout ce que faisaient les collègues. Il a fait ça. Donc il y a des pratiques qui sont faites. Lisez sa thèse. Voilà. Merci. Alors on va arriver vers la conclusion. Il y avait une petite question précise qui était intéressante sur est-ce qu'il y a un code NAF spécifique, est-ce qu'il y a une nomenclature spécifique pour les entreprises du jeu vidéo? Non, c'est bien le sujet. Il n'y a pas de convention collective, par exemple. Donc il y a plusieurs types de conventions collectives qui sont piochées en fonction des cas de figure et des intérêts qu'a le patron va se ranger dans telle ou telle case, y compris sur les modèles. Hein. Il y a des modèles salariés, il y a des modèles aussi où on passe par des auto-entrepreneurs. Enfin bref, il y a tout comme dans le reste du monde en fait, en réalité. Et donc pour conclure et vous laisser chacun un mot de la fin, il y avait une question qui m'a été posée qui est en fait qui était un gros spoil sur la conclusion. Donc je vais juste la lire. Le jeu vidéo est un art quand on le crée, un sport quand on y joue à haut niveau, une matière qu'on enseigne, un moyen d'apprentissage et un loisir. N'est-ce pas illusoire de vouloir le ranger dans une case? Alors, c'est une très bonne question. Je répondrai juste à ça que dire que le jeu vidéo est un art, c'est pas le ranger dans une case. Parce que dire que le jeu vidéo est un art n'est pas exclusif du fait que à côté, ça peut être un sport, à côté, ça peut être effectivement un moyen d'apprentissage. L'enjeu ici, c'est vraiment d'essayer de montrer le fait de l'aborder sous cet aspect. Parce que moi, c'est celui qui m'intéresse le plus, c'est de montrer qu'est-ce que le jeu vidéo apporte à la culture, notamment à la culture sensible et à celle de nos représentations que d'autres médiums ne font pas. Et donc de répondre à la question, pourquoi c'est intéressant de jouer aux jeux vidéo autant que d'aller écouter de la musique ou autant que de lire? Parce que notamment les jeux vidéo, vous agissez dedans et ça permet de développer une certaine culture, notamment mécanique. Là, que même jouer à Tetris, c'est pas juste du divertissement, c'est que ça vous... si vous voulez, ça vous fait éprouver des gestes et des rythmes que vous n'auriez jamais éprouvés. Il y avait une légende, moi, quand j'étais petit, tout le monde disait que c'est comme ça que la Russie recrutait ses agents secrets, ses espions, en faisant passer... Vous avez entendu la même connerie ? J'ai entendu de ça. C'est dingue, quoi, cette légende urbaine. C'est dingue. Moi, j'étais là en mode... Alors, donc, je voulais pas devenir espion russe, tu vois, genre, non. Mais bon, je me disais que quand même, on sait jamais, tu vois. Parce que, si vous voulez... par exemple, une pièce de musique instrumentale, en quoi c'est de la culture? C'est parce que ça vous confronte à de l'inouï. Ça vous confronte à quelque chose que vous n'auriez jamais entendu autrement. La plupart des jeux vidéo, ça vous donne du jamais rythmé, du jamais bougé. Et c'est ça, en fait, ça développe une espèce de culture j'aime pas trop le terme interaction, mais la culture du mouvement et du geste, en fait. Mais il est évident que c'est aussi un médium, et que un médium, ça peut effectivement servir à faire de l'e-sport ou à faire du documentaire, à faire plein d'autres choses. Alors, ma conclusion à ce niveau-là, donc pour réagir, ce sera plutôt de dire qu'au final, que le public perçoive le jeu vidéo comme un art total. Au final, pour les personnes décisionnaires et qui financent le jeu vidéo, ça ne changera pas grand-chose. Eux, ils continueront de se persuader d'être des grands visionnaires et des artistes en utilisant l'argent public pour faire des cérémonies de remise de prix où ils s'échangent des prix entre eux. Voilà. En faisant des classements des personnalités à suivre du jeu vidéo où ils casent leur autoportrait. Voilà. Donc, à ce niveau-là, nous, ce qu'on essaye de faire au syndicat, ça va être de redonner la parole et de permettre à ceux qui font réellement les jeux de s'exprimer. Donc, c'est ça qu'on fait. Et soutenir l'industrie, pour vous tous qui vous trouvez ici,
ça passe par s'adresser aussi à vous, comme je suis en train de le faire là, pour que tous ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo comprennent qu'ils devraient être pris en tant que tels et pas en tant que somme des autres arts, parce que plus les joueurs, les travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, les personnes qui s'y intéressent, les pouvoirs publics, les personnalités, les médias auront du mal à comprendre les spécificités et les réalités des métiers de l'industrie du jeu vidéo, plus ça laissera le champ libre à nos patrons pour nous faire croire n'importe quoi, et plus ça nous encouragera à l'accepter. Voilà. Merci. Et pour dire un petit mot de la réflexion qu'on a aussi au groupe parlementaire et de pourquoi on plébiscite l'idée de créer un centre national du jeu vidéo. C'est d'une part parce que ça a été dit, aujourd'hui c'est le centre national du cinéma qui finance, c'est des tout petits financements, au-delà du crédit d'impôt, des éditeurs, des créations indépendantes. Sauf que dans les sources de financement du Centre national du cinéma, vous savez que c'est financé en fait par votre place quand vous allez au cinéma. Et il n'y a pas de sources qui proviennent du jeu vidéo dans le Centre national du cinéma. Ce qui est quand même dingue, puisque comme on l'a dit, c'est la première industrie culturelle du pays, que ça brasse un pognon de dingue, pour reprendre des expressions convenues, et qu'ils pourraient peut-être mettre la main un peu à la poche pour faire en sorte que ceux d'en bas puissent justement faire les productions qui fassent réfléchir, ou pas d'ailleurs, peu importe, mais en tout cas que ça puisse le permettre et le faire émerger. Donc on pense que c'est important de défendre le fait que cette structure puisse exister. Alors évidemment, ça, ce genre de choses, ça ne rentre pas trop dans les clous de la concurrence libre et non faussée. J'en conviens, mais il paraît qu'il faut défendre l'exception culturelle française, qui, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est de ne pas faire entrer complètement dans la concurrence libre et non faussée la culture, les biens culturels en France, d'où l'existence encore du Centre national du cinéma qui permet des films indépendants, des petits films qui sinon n'auraient jamais vu le jour, et c'est peut-être là aussi notre contribution politique dans ce domaine particulier, puis après faire respecter le code du travail. Bon bah voilà, on attend le prochain ministre du Travail insoumis ou la prochaine ministre du Travail insoumise pour régler en bonne partie le problème évidemment qui se pose dans le jeu vidéo, mais pas que. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Il y avait beaucoup de questions qu'on n'a pas pu traiter ou qu'on n'a pas approfondies sur les addictions, etc. Je sais que c'est un sujet qui revient régulièrement, même si on l'a effleuré, mais je suis sûr qu'on aura moyen de faire des conférences soit pendant l'année à l'Assemblée nationale, soit aux prochains amphis si on n'arrive pas à le faire d'ici là. Merci pour votre attention.